Paris, la ville lumière, Paris la belle, Paris la blonde, Paris romantique, Paris là où naissent les amours les plus beaux, les plus fous, les plus... La vache, c'est quoi ces détritus partout? Le syndrome de Paris. Ce que ressentent les touristes étrangers lorsqu'ils arrivent dans la capitale et se rendent compte que leur séjour n'est pas à la hauteur de leur espérance. Certaines personnes finissent même par tomber en dépression, tellement le décalage est rude. L'air est si bon, cet air si pur, je le respire. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, et oui, la politesse c'est pas pour les chiens. Imaginez un instant, une puce qui devient géante et qui devient votre meilleur ami. Et ben c'est un petit peu le pitch de Un monstre à Paris. Alors c'est tout naturellement qu'on va parler de Souris City. Non, on va parler d'un monstre à Paris. Oui. Un monstre à Paris Un monstre à Paris est un long métrage d'animation français réalisé par Bibo Bergeron, le réalisateur par exemple de La Route de l'Eldorado, de Gang de requins. Dommage, presque un sans faute. Le film a été produit par... Et oui, EuropaCorp, c'est triste à dire, mais c'est sûrement le studio qui a produit le plus de films d'animation français. Bref, il en reste que ce film est plus ou moins français et fait par des Français en parlant de la France. Chou. Enfin, Paris, parce que bon, le reste, c'est la campagne. Écoutez-le, le con! Le film est sorti en 2011 et connu un succès plutôt correct. Le film n'a pas vraiment divisé, mais est considéré malgré tout comme un film léger. Vraiment juste pour les enfants, quoi. Du coup, comme pour moi, ce genre d'avis péremptoire... Péremptoire. J'y prête pas trop attention, on va plonger en profondeur dans le métrage. Alors on ouvre le film sur un documentaire sur Paris, La belle en nom de Dieu. qui est englouti par la Seine qui déborde. La tour Eiffel a les pieds dans l'eau. Du coup, grâce à cette info, on voit que le film se déroule durant la crue de la Seine en 1910. Et ce détail est respecté durant le film, puisque cet élément servira à l'intrigue et permettra de se calquer sur cette période pour les costumes, les voitures, les maisons. En vrai, bon, spoiler, ok, les costumes sont beaux et plutôt fidèles, pareil pour les habitations, voitures, cabarets, tout ça. Par contre, on a pas mal d'incohérences temporelles, mais on y reviendra. Regarde, je vais te faire un dessin. Cela dit, ce choix de parler d'un Paris ancien est l'un des points positifs du film. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance. Une ambiance d'ailleurs atypique pour un film d'animation. Et au fond, qu'on ambiance. C'est tout le but du film. Après tout, c'est un film musical. Donc pour compléter l'ambiance de la ville, on a aussi une musique d'arrière-plan très sympa, un peu rétro. Enfin, c'est-à-dire, là d'où je viens, c'est rétro. Une musique un peu cliché de ce qu'on s'imagine du vieux Paris avec de l'accordéon et tout le tout-team, mais justement, grâce à ça, on est déjà immergé, parce que cette ambiance est déjà dans notre imaginaire collectif. Ici, tout est fait pour qu'on ait une vision fantasmée de Paris, comme si c'était la destination idéale, la destination de la carte postale, comme si les rues étaient uniquement peuplées d'amoureux transis. Bien sûr, certains diront que c'est cliché. D'autres diront que c'est une façon d'être en territoire connu pour le spectateur. Du coup, revenons à cette première scène qui nous explique le contexte. Ouais, parce que là on est déjà à 10 secondes de film que tu commences déjà à suranalyser, donc... Ici on a de vraies images d'archives pour illustrer le propos du narrateur, doublé par Philippe Pétieux, qui fera aussi la voix de Pathé. Après un mois de précipitations intenses, J'ai un message du ministre de l'Intérieur. Est-ce que t'aurais la gentillesse de me passer un donut? Le documentaire en prise de vue réelle transite vers une image filmée en noir et blanc, puis l'image va recouvrir tout l'écran une fois que le protagoniste du film baissera sa caméra. Du coup, après une intro pareille, on sent que ce film va nous faire énormément de références au cinéma. On découvre un parc extrêmement coloré et fleuri où se promènent les deux amoureux. C'est presque trop idyllique pour être vrai. Le personnage à la caméra, Émile, et sa copine Maud, c'est leur premier rendez-vous. Maud regrette qu'Émile ait mis autant de temps à lui proposer un rendez-vous. Ils auraient perdu moins de temps. On aurait perdu moins de temps. Mais c'est alors qu'un crocodile jaillit de l'eau. Émile protège sa dulcinée, mais le croco crache du feu. Ce que tu dis n'a aucun sens. Mais tout ceci n'était qu'un rêve. La pellicule d'Émile s'est coincée et commence à brûler. Émile fait donc des pieds et des mains et surtout des ceintures pour continuer à projeter la fin du film. Il fait des ceintures? Il est ceinturier. Ici sûrement un petit hommage à la magie du montage lors des débuts du cinéma, soutenu par la mention de Georges Méliès un petit peu plus tard. Oh, le nouveau film de Georges Méliès. Émile va être content, c'est son idole.
Le titre s'affiche dans une police reprenant le lettrage conçu par Hector Guimard en 1900 pour les enseignes du métro parisien. Le jeune homme aux allures de léprechaune, Non mais c'est vrai, il faut le dire quand même. sort donc de la salle de projection et aperçoit sa dulcinée. On comprend que la femme de ses rêves, il est avec que dans ses rêves, justement. Oh mon dieu, ça c'est très gênant. Pendant que Émile bredouille, c'est alors que déboulent Raoul et les poules roucoulent. Et les minettes font miaou. Bon, là du coup, on a nos deux héros qui sont déjà très bien caractérisés. L'un introverti, l'autre extraverti. Raoul est fan de sa camionnette qu'il appelle Catherine. Catherine, oh, reviens ici. Oh, vous pouvez arrêter, s'il vous plaît. Ok, c'est vrai que ce détail est un petit peu accessoire. Et Émile est amoureux en secret de sa collaboratrice, mais il n'ose pas le lui dire. Du moins jusqu'à aujourd'hui. Peut-être après la préparation. Ouais, non, ok, bon, c'est pas pour maintenant. Non mais parti comme ça, c'est à peine s'il doit connaître son nom en fait. Du coup, on fait un petit tour au volant de Catherine dans les rues de Paris, en compagnie des deux amis qui discutent du manque de loquacité d'Émile. Et oui, dès que le léprechaune croise les beaux yeux de Maud, il en perd son lapin. Là, on voit un deuxième point positif, la réalisation. Elle est très sympa et le rythme du film prend son temps. Et comme c'est fait par les mêmes que ceux qui sont en charge de Moi moche et méchant, ça fait plaisir. Écris-lui une lettre. Voilà, du coup il va lui écrire une lettre. Émile achète une caméra, il se la fait voler, il la récupère, bref, une péripétie plutôt sans intérêt. Hormis tout ça, entre deux courses, parce que oui, Raoul est livreur, le duo se rend à la tombée de la nuit dans un immense laboratoire, celui d'un mystérieux professeur parti à New York pour une conférence. Ils y feront la rencontre de Charles, le singe nazi. Que nazique. Un singe très intelligent qui communique avec des cartes de visite. C'est sûrement un hommage au placard des films muets. Raoul explore, Émile filme le lieu. Envoûtant. Raoul touche aux inventions du professeur, on découvre des fioles qui font grossir des fleurs en contact de l'eau, des sprays qui font chanter. Et là, c'est le drame. Deux fioles vont s'entrechoquer. Bim zalagrim, flash blanc. En se relevant, Émile constate avec horreur, et dans une mise en scène digne des films de monstres, un monstre. Ouais, j'ai un petit peu flingué ma chute. Bref, le monstre s'enfuit et terrifie les habitants de la ville de saut en saut. Mais Raoul convainc Émile que ce n'était qu'une hallucination et qu'Émile passe trop de temps devant ses films. Moi aussi d'ailleurs. Évidemment, la police est alertée par les habitants de Paris. Les témoignages affluent en masse, ce qui provoque un couvre-feu et une paranoïa collective. L'inspecteur Pathé mène alors l'enquête sous la direction du préfet. Menez, enquêtez minutieusement. Non, clairement pas, c'est sous sa propre initiative. À l'Oiseau Rare, un cabaret huppé, on fait la connaissance de la célèbre Lucille, la chanteuse qui fait la réputation de l'établissement et la fierté de sa tante Carlotta. Elle interprète la chanson culte du film. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Eh mais non, c'est pas la version que je connais là. Remboursé. Oui, ça va venir, mais au niveau de la musique culte, la scène, on a de quoi faire. En musique de fond, il y a 2 représentations, même les personnages la chantonnent. Alors on en a pour son argent. Bref, Lucille accepte un rendez-vous avec le fameux préfet qui semble avoir des vues sur la chanteuse. Mais Lucille n'aime pas le préfet Victor Ménotte, et bien sûr sa tante respecte son choix. Mais tu vas accepter, être gentil. Il finira par te plaire. Montre-moi le beau sourire que tu vas lui faire. Lucille se force donc à aller au rendez-vous. Les rues sont désertes, l'ambiance est lourde, un monstre rôde. Et là, du brouillard surgit la silhouette terrifiante de Raoul. Raoul, tu m'as fait peur. Il fait sursauter Lucille, Raoul renverse la caisse qu'il livrait et salira de par là même la robe de la dame. Là, on comprend que les deux se connaissent depuis l'enfance et depuis, ils ne cessent de se chahuter comme pas permis. Oui, ils se kiffent quoi. Après une petite dispute, Lucille lui dit que si Raoul voulait entrer à l'Oiseau Rare, il lui faudrait une légion d'honneur sur son beau manteau en foin. C'est pas du foin. C'est pas tout ça, le badinage c'est sympa, mais Lucille doit remplir son devoir et subir le rendez-vous avec Victor Ménotte. Elle fait de son mieux pour supporter les vantardises du préfet, heureusement elle n'a pas grand chose à dire car il se fait pratiquement la cour à lui-même. C'est alors que Pathé vient les interrompre. Il a retrouvé les responsables de la création du monstre. Ah non mais dans ce film la police est super efficace. En quelques jours ils trouvent l'itinéraire du monstre, ils investiguent le bon endroit, ils trouvent les bons indices, ils trouvent les bons coupables. Ah non mais ce type mérite une vraie augmentation, il mériterait d'être plus gradé. Du coup, tout se passe pour le mieux pour Raoul, à part qu'il vient de perdre tous ses clients. Émile, c'est un cauchemar, j'ai perdu tous mes clients. Mais Émile lui montre les rushs qu'il a filmés à la serre. C'est quoi ça? C'est le monstre qu'on a créé. Oui, notre petit monstre, il est à tes yeux et mes poils aux pattes. Là, c'est chaud. Raoul comprend qu'ils viennent de créer un monstre avec une des puces de Charles, le singe. Le fameux monstre qui terrorise la ville. Reste calme, il ne s'est rien passé. Mais pas le temps d'avoir plus de remords que Pathé arrive déjà pour leur passer les ménottes. Non, par contre, sérieux, augmentez-le.
De son côté, Lucille cherche sans succès un nouveau musicien pour l'assister. Elle est tellement désespérée qu'elle auditionne même Albert, son serveur, au talent... Quand j'en ai ma claque, je vais dans mon hamac, je m'endors à Pâques et me réveille à Pâques, mais de l'année d'après... Discutable. J'ai du talent, tous mes amis me le disent. Il suffirait seulement qu'on me donne un petit coup de pouce. Ça, ou bien que vous changiez d'amis. Albert, sortant par la porte de derrière, voit le monstre sur le pas de la porte. Il prend alors ses jambes à son cou. La puce géante, amusée par le bruit de la sonnette, se fait défoncer la gueule par Lucille qui ouvre bien trop violemment sa porte. Lucille comprend alors qu'elle a affaire au monstre et s'évanouit dans ses bras avant de prendre ses jambes à son cou. Ouais, c'est vrai que son mécanisme de survie a quand même failli lui coûter la vie quand on y réfléchit. Elle s'enferme et se prostre devant sa porte. Là, la puce, désespérée, entonne une chanson venue du franc-cœur. Je cache ma lumière sous ce manteau noir. Hormis le fait que la puce sache chanter mais apparemment pas parler, la tessiture vocale de la... impressionne Lucille qui l'a rocké chez elle. Cette scène de chant permet de retourner complètement l'opinion qu'on avait au départ du monstre. Jusqu'ici on avait vu la scène où les habitants prenaient peur du monstre en plan large. Lorsqu'on voyait le monstre, il s'agrandissait en arrière-plan de manière menaçante et cela souvent vu en contre-plongée pour donner une impression de gigantisme à Francoeur. Là on voit la même scène mais du point de vue de la puce. C'est elle qui a peur de ce monde qui ne la comprend pas. Bref, Francoeur est costumé par Lucille, il ne ressemblera pas à M, désolé pour lui. Ça fait peur. Et Lucille le baptise Francoeur, en hommage à la rue où elle l'a trouvé. Oh, comme elle est mignonne. Bon, elle a une petite jaunisse, mais ça va lui passer, hein. Alors, comment on va t'appeler? On va t'appeler... Buissonnet. C'est nul! Du côté de Raoul et Émile, ils sont dans la mouise. Ils sont dans le bureau du préfet et se préparent à leur sort. Pourquoi est-ce qu'on les mettrait en prison? Ils sont dignes d'être récompensés, célébrés, glorifiés, honorés, décorés. Apparemment, le préfet n'a pas pour but de les enfermer, mais de les décorer. Parce que ça sert bien ses intérêts que le peuple ait peur, afin de se mettre en avant comme un homme providentiel et de remporter les prochaines élections municipales. Du coup, par un gros hasard, bien cool, Raoul roucoule de plaisir et roule jusqu'au cabaret de l'Oiseau Rare. Siffle, siffle, merle moqueur. Lucille doit tenir sa promesse et lui offrir la meilleure table. Du coup, Raoul en profite pour se rincer l'œil en matant copieusement la chanteuse qui interprétera avec Francoeur un duo magistral. Ah ouais, une puce qui sait chanter, jouer de la guitare et puis danser. C'est un oiseau rare cette puce. Je la mettrais bien dans mon cirque. Raoul et Émile viennent féliciter les deux chanteurs. Tu me saoules! C'est pas gagné. Quand tu chantes les notes hautes, c'est aigu. Et quand tu chantes les notes basses, c'est grave. Et tu vois, enfin, c'est pas grave, grave, c'est... Non, c'est vraiment pas gagné. Mais la puce trahit sa véritable identité et Lucille doit donc les mettre dans la confidence. Hey, ça fait mal! Oh! La réaction des deux hommes alerte malgré tout Albert, le serveur. Du coup, comme Raoul et Émile semblent avoir le préfet dans leur poche, ils décident d'aller le voir lors de sa conférence de presse pour lui dire que le monstre n'est pas si dangereux que ça finalement. Je vais pulvériser ce monstre, l'écraser, le réduire à néant, qu'il retourne d'où il vient, en enfer! Ok, c'est pas bon signe. Et Albert le serveur dénonce Lucille, ce qui ne laisse que peu de temps au héros pour prévenir la chanteuse. Le préfet se conduit en parfait goujat avec un mandat tout fait. Non mais sérieux, la police est ultra performante là. Le préfet fouille de partout sans succès. Albert se fait arrêter et Victor s'excuse platement devant Lucille. Je suis littéralement mortifié. Moi j'en aurais profité pour lui mettre mes genoux dans les... Et Lucille promet de chanter à l'inauguration du funiculaire de Montmartre, inauguré en vrai en 1900 et pas en 1910, période à laquelle se déroule le film. Et oui, je l'avais dit qu'il y avait des anachronismes. Du coup, pour cet événement, le petit groupe accompagné du singe Charles ont un plan pour dissiper la tension qu'il y a autour du monstre. Ils vont mettre en scène sa mort. Pendant la chanson de Lucille sur Paris, le monstre fait mine de la capturer, sûrement une référence à King Kong d'ailleurs, ou un autre film de ce genre. En amont, Émile avait donné au préfet un flacon qui, soi-disant, devait redonner sa taille d'origine à la puce. Je suis l'antidote. Je suis la porte. Le préfet tire le flacon sur la puce, Raoul fait mine de la piétiner, et tout est bien qui finit bien. Monsieur le préfet! Oui, quoi? Non. Alors s'ensuit une grosse course-poursuite, d'abord sur le funiculaire, ensuite en voiture, puis en dirigeable, et pour finir sur l'eau. C'est mon eau. Le monstre s'enfuit au sommet de la tour Eiffel, suivi du petit groupe profitant des fonctions de Catherine. Mes fonctions.
Maud a lu la carte d'Émile qui lui avait donné entre-temps, oui, je l'avais pas dit, une carte donc où il lui donne rendez-vous et qui n'a pas d'adresse. Comme la tour Eiffel est à l'arrière de la carte, Maud croit que le rendez-vous se déroulera là-bas. Ménotte, épatée, se dirige en dirigeable, logique donc, aussi vers la tour Eiffel, bref, tout converge, le final approche. Catherine se noie dans une scène tragique. Ne me laisse pas! Ne me laisse pas! Calme-toi, hein, c'est juste une voiture. Ouais, mais c'est triste quand même. Et une fois arrivé à la tour Eiffel, Ménotte confronte le groupe. Allez-y, tirez! Ne me tentez pas! Il tire sur Lucille, mais la balle ricoche sur la télécommande géante de Raoul qui avait fait écran. Le préfet pousse Lucille dans le vide et Raoul plonge pour la sauver, ce qui marche pas fort. On va tous mourir! Maud et Raoul confrontent le préfet et malgré sa taille, Émile envoie valdinguer le dingue. Raoul sauve Lucille grâce au tournesol transgénique du professeur qu'il avait dans sa poche. Ils arrivent pour sauver Francoeur, mais Ménotte trouve tout de même le moyen de tirer une 7ème balle alors que son flingue de poche n'en contient que 6 normalement. La puce disparaît. Francoeur part la mort dans l'âme. J'ai gagné! L'inspecteur Pathé, qui a suivi jusque-là aveuglément son patron, se dit que ce serait peut-être le bon moment pour prendre du galon et arrêter son compère. De là à dire qu'il se serait servi de lui, il n'y a qu'un pas que je franchis aisément. Vous avez perdu les pédales! Il dit ça parce que Pathé aime le vélo. Émile et Maud se tombent dans les bras, Maud révélant avoir eu toujours le béguin pour Émile, mais la puce est morte, du coup l'ambiance est pas au beau fixe. Oh? Non, je sais pas, j'ai toujours entendu les gens dire ça. Le soir même, à l'Oiseau Rare, Lucille est inconsolable après la disparition de Francoeur. Je me suis mis une peine dans l'œil! Raoul la convainc de chanter tout de même en son nom. Alors qu'elle peine à entonner sa chanson, elle entend une voix fredonner dans son oreille. C'est Francoeur, caché dans ses cheveux. Il est là! Elle a pété les plombs! En fait, la potion avait juste perdu ses effets grossissants. Francoeur lui souffle un refrain endiablé qui durera tout le long du générique de fin. Quelque temps après, le professeur rentre de voyage et lorsque les trois amis lui expliquent la situation, il recompose la mixture capable de redonner à Francoeur une taille humaine, et cette fois de manière permanente. Enfin, j'imagine. Francoeur peut continuer à chanter avec Lucille, peu après, Raoul et Lucille s'avouent leurs sentiments mutuels. Pathé, quant à lui, devient le nouveau préfet de Paris et séduit la tante de Lucille. À la fin du générique, on retrouve Albert, un bandit qu'on voit tout le long du film, et l'ancien préfet en prison. Bienvenue au zoo. Le film est un pur produit Bibo Bergeron. Il est à la réal, à la coproduction, au scénario. On sent que cette histoire lui tenait à cœur. En effet, il conçoit le projet d'un monstre à Paris dès 1993, lorsqu'il crée son propre studio, Bibo Film, qui produit des séries télévisées et des films publicitaires. Mais il ne lance réellement le projet qu'en 2005, vers la fin de son séjour aux États-Unis, où il travaillait pour DreamWorks Animation. Bergeron souhaite réaliser un film à mi-chemin entre les grosses productions américaines et les films d'auteur. Les premiers éléments de l'histoire à être fixés sont le lieu, Paris, et l'époque, le début du XXe siècle, sur laquelle Bergeron rassemble une abondance de documentation. Il a très tôt en tête le principe d'un film proche de la comédie musicale, ainsi que le concept du personnage central, un monstre au grand cœur. Bibo Bergeron rédige seul un premier synopsis du scénario en août 2005, puis il le retravaille avec Stéphane Kazadjian. Tous deux parviennent à la première monture exploitable du scénario à l'été 2006. Mais déjà en 2005, Bergeron avait contacté le chanteur Mathieu Chédid afin de lui demander de composer les chansons du film. Il entre en contact avec Vanessa Paradis peu après, et les deux artistes travaillent ensemble à la composition et à l'enregistrement des chansons. Je voulais pointer du doigt que le type en charge du storyboard et de l'animation, là c'est le chef animateur, c'est Bruno Desquier. Cara designer pour Illumination depuis ses débuts, notamment sur Moi Moche et Méchant, et surtout auteur de la BD Luca, dont je suis un grand fan. Bon ok, j'ai pas aimé le dernier tome, mais sinon, rien que pour le dessin, la série vaut tellement le détour. À la production, hormis Bibo Film, qui ne suffit pas à apporter les fonds, on a EuropaCorp, détenu par le tristement célèbre Luc Besson. Je n'ai absolument aucune conscience de tout ça. Mais qui, de toute évidence, ne fait pas que des carnages, comme pour Valérian et bien d'autres... films ? Parlons des points positifs. En 1, bien sûr, la musique de M et Patrice Ranson, ou Ranson, parce que Ranson ça fait un peu... donne-moi l'argent de la rançon. Très bien, je ferai ce que vous voudrez. Donc on a ces deux-là à la composition, et avec la voix de Vanessa Paradis pour le rôle de Lucille. Les musiques chantées sont si entraînantes qu'elles passaient dans toutes les radios. Il y a la scène qu'on nous tabasse durant tout le film, mais aussi un petit baiser d'amoureux à la fin, qui a aussi le droit à 2 versions. Et on a aussi 2 musiques plus intimistes, Un monstre à Paris. Un monstre à Paris. Et L'amour dans l'âme. Toutes les larmes que tu vois couler sur mon
visage. Bien sûr, les goûts musicaux c'est subjectif, mais c'est le point le plus appréciable du film, donc je ne peux pas mettre ça de côté. En deux, le graphisme des personnages, qui rappelle le style franco-belge pour les gros nez et la façon de représenter les corps. Les designs des personnages principaux sont très très bons, notamment Raoul entre le moderne et le rétro. Enfin, c'est-à-dire, là d'où je viens, c'est rétro. Avec ses membres exagérément longs. J'aime aussi beaucoup le design de Émile, sophistiqué mais tout de même un peu ringard. Seul le design de Lucille me dérange un peu. On est trop proche du vrai visage de Vanessa Paradis, qui est assez perturbant. On sent que l'équipe en charge du graphisme avait d'ailleurs du mal à s'arrêter sur un design en particulier. Le monstre a aussi un très beau design, mais il est un petit peu trop lisse à mon goût, il est trop sage. On n'a pas vraiment peur de lui et donc le contraste est moins flagrant. Cela dit, le choix d'avoir choisi un insecte comme monstre, c'est super intéressant parce qu'effectivement, les insectes ça terrifie tout le monde, enfin une grande marge de la population, mais malgré tout les insectes, c'est eux qui se font écraser, pas nous. Comme des cafards. Bibo Bergeron a l'idée de s'inspirer du costume du chanteur de cabaret Aristide Bruand pour le déguisement. D'ailleurs, l'homme au chapeau c'est clairement un hommage, et on entend Nini Potien en arrière-plan lorsque la mémé regarde la télé. Le masque qu'il arborera fera sûrement référence au fantôme de l'opéra, mais ça, on y reviendra. Bref, pour moi, le design des personnages est presque parfait, et cela rend nos héros bien plus facilement attachants. Dans la même veine, les décors sont aussi extrêmement bien travaillés. Ici, l'équipe tire son inspiration chez les peintres impressionnistes comme Alfred Sisley, mais ce qui m'a le plus marqué, c'est cette notion de gigantisme constant, que ce soit pour les maisons, les rues, là où vit le préfet, et surtout la serre du professeur. Lâchez-moi avec ma sœur! Cette impression d'être tout petit dans la ville la rend beaucoup plus vivante et mystérieuse, et on a envie de se promener dans les rues. Cette immersion est renforcée par la réalisation, que je trouve très inspirée par moments. Surtout le moment où on a une vue à la première personne lorsqu'on voit les habitants terrifiés par Franqueur. Cette inversion de ressenti est super bien pensée. Ça nous permet vraiment de nous mettre dans les basques de ce pauvre petit monstre. Sinon j'aime bien la mise en scène horrifique lors du brouillard. D'ailleurs ça aussi c'est très plaisant dans les décors, le brouillard, les moments de nuit, la pluie, c'est plutôt varié et donc c'est immersif. Sinon, bien sûr, en point positif, on a le doublage, qui est aux petits oignons. M pour Franqueur, bon, on l'entend que pendant les parties chantées, sa voix douce et lyrique crée un contraste parfait avec la carrure du monstre. Il est dans les sons, il est dans l'émotion, dans le sensuel, dans le rapport animal à l'autre. Vanessa Paradis pour Lucille, qui s'en sort pas mal dans l'ensemble. J'ai eu un peu plus de mal au début, mais au fond, quelle voix pourrait plus correspondre à ce personnage, alors que son design est calqué sur ses expressions. Ce monstre lui a agrandi ses ailes, ou donné des ailes justement, je pense plutôt, il lui a donné des ailes. On a Gad Elmaleh pour Raoul, qui n'en est plus à son premier doublage, ayant déjà doublé Grou dans Moi Moche et Méchant, et Barry dans B-Movie. Autant sur B-Movie c'était très léger, autant dès Moi Moche et Méchant, Gad Elmaleh faisait un taf super bon. Ici c'est peut-être même la voix la plus intéressante du film. Il rend son personnage sensible, drôle. Yes. On a le fameux Sébastien Desjours, qui fait Émile petit, notamment la voix de Bob l'éponge, ou bien de Knuckles dans Sonic, enfin pas le Knuckles des films en prise de vue réelle, je précise, c'est plus le Knuckles des jeux vidéo de Sonic Boom et de Sonic X. J'adore tout bonnement ce qu'il fait en général, c'est un gars capable de tout faire avec sa voix, du très grave avec Knuckles, au très aigu avec Bokoon, ou Bob l'éponge. Ici c'est entre deux, c'est une voix médium, grâce à sa voix je trouve Émile hyper attachant. J'étais en train de lui parler et tu as tout gâché. On a Ludivine Sagné, qui fait Maud, et même si elle apparaît peu, c'est là aussi un sans faute. Elle est complètement folle et perdue du projectionniste Émile. Elle joue d'ailleurs dans un film nommé Paris je t'aime, si ça c'est pas un signe qu'elle était parfaite pour ce rôle. Elle fait aussi la voix de Angie dans Gang de Requins, Bruno Salomon, qui fait le serveur Albert. Oh bah mon vélo! Je le dis ici, j'adore ce que fait Bruno Salomon. Bruno Salomon c'est avant tout un humoriste. C'était le cochon d'Inde! Qui a aussi participé au Nous c'est nous avec Jean Dujardin. C'est aussi un acteur qui a joué dans Brise de Nice. Prends pas soin de toi. Toi non plus. Des films policiers, des films d'auteur, et bien sûr dans Fais pas ci, fais pas ça. Il a doublé Karl et le hibou dans le film Gus Petit Oiseau Grand Voyage. Ici sa prestation est phénoménale. Tu veux que je te parle de Gus Petit Oiseau Grand Voyage? C'est ça que t'as envie? T'as envie que je t'en parle un petit peu? Bon, je vais t'en parler. Je suis un boulet! C'est ça! Oui. Je joue le rôle de Karl et un hibou. Bienvenue! Et il a aussi, bien évidemment, doublé Syndrome dans Les Indestructibles, et bon Dieu, qu'est-ce qu'il est bon! Et lorsque tout le monde sera super, plus personne ne le saura. Il y a quelques années, j'ai fait un clip musical parodiant à la fois Dragoste Dinte de Ozone et en même temps un hommage au travail de Bruno Salomon. J'avais fait ça avec ma famille, mon frère et mon ami Max. Sous la grêle. Torse nu. Sacré souvenir. Et Bruno Salomon a eu la gentillesse de me répondre, donc le message je vais le mettre ici, donc ça fait plaisir. Y'a pas mort d'homme, ça va? Monsieur le préfet?
c'est Julie Ferrier qui fait la tante Carlotta. Donc tenancière du cabaret. C'est son premier doublage d'ailleurs. Mais bon, c'est une parisienne, alors ça va. Non, blague à part, oui, tout va bien, elle fait un super taf. C'est François Cluzet qui fait Victor Ménotte, et là franchement, chapeau bas. Déjà je l'avais pas reconnu, même si après réflexion, oui, ça paraît crédible. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis le parrain de ton fils. Enfin. Mais je l'avais pas reconnu et il fait un taf super intéressant. Il est à la fois terrifiant, drôle... Non, sérieux, chapeau. Le narrateur et l'inspecteur Pâté sont donc faits par Philippe Pétieux, comme dit au début de la vidéo. C'est Sophie Artuis, je pense que ça se prononce Artuis, qui fait Madame Omelette et la fleuriste. Elle est aussi connue pour interpréter des rôles de petits garçons dans de nombreux dessins animés tels que Marcelino, elle fait Marcelino du coup, Tom Tom dans Tom Tom et Nana, Roméo dans Martin Matin, Tristan et Chapeau dans Hamtaro, c'est aussi Macbeth dans Chicken Run, c'est Bernard Maîtreux, le crieur de journaux, et le mari au manteau noir, la voix régulière de Bill Murray quand ce n'est pas Richard Darbois. Et c'est aussi la voix de Tonton Farius, mais ça on s'en fiche un peu. C'est Patricia Piazza qui fait l'épouse, Patrick Delage qui fait le policier de garde, François Delève le journaliste, et un petit caméo de Bibo Bergeron pour le vendeur de caméras. Un petit bijou, n'est-ce pas? Bref, j'ai beaucoup épilogué, mais le doublage est extrêmement plaisant. Maintenant, tous les points positifs liés au scénario. Je dirais avant tout l'humour qui fait mouche la plupart du temps. Il est bien géré, pas parasite, et au contraire, il nous fait apprécier plus vite les personnages. Oh mon Dieu! Oh mon diable! Surtout Raoul, car il a beau être sûr de lui, il reste gaffeur, et du coup ça le rend plus accessible. Il y a aussi le fait que chaque élément du film sera utile par la suite. La scène où Franqueur joue avec le peigne, qui nous induit qu'il jouera de la guitare plus tard, sera aussi reprise à la fin, lors du deuil de Lucille. On a aussi l'inauguration du funiculaire qui nous est annoncé bien avant que cela serve au scénario. On a le running gag du manteau de foin qui servira aussi pour l'intrigue. C'est pas grave, de toute façon c'était du foin. Pareil pour les fonctions de Catherine. Mes fonctions. Les flacons aussi qui servent tout le long du film et qui créent toute une mythologie autour du professeur. On a même la scène de fin avec Maud et Émile qui fait référence au rêve de Émile justement. Vous avez été magnifique, exactement comme dans mes rêves. Dans vos rêves? Que le spectacle commence! Que le spectacle commence! Rien n'est laissé au hasard, ce qui nous donne l'impression d'un film bien conçu et qui ne nous prend pas pour des imbéciles. Mais bien sûr, l'un des éléments les mieux faits du film, c'est le caractère des personnages. Certes, ils n'ont pas un énorme développement, ni même une énorme évolution, mais ils sont hyper attachants dans leurs interactions et leur façon d'être amoureux. Maud et Émile, c'est l'amour timide, Raoul et Lucille, c'est l'amour conflictuel. Et même Pâté se case, c'est dire à quel point l'amour est important dans ce film. On parle de ça, de l'acceptation de la différence abordée par la puce et par Émile, qui est tout petit et que ça le complexe. Les grands écrasent les petits. Maintenant, ça commence à bien faire. Bien sûr, on a le message classique du méfiez-vous des apparences, mais bon, du coup on a plusieurs facettes de l'amour et des relations intéressantes entre tout ce petit groupe. Donc on va revenir sur tous les personnages. Émile Petit, c'est un homme petit, du coup, comme son nom l'indique. Il est complexé par ça, du coup il est timide et un peu blasé d'être ignoré de tous. Plus on est petit, moins on vous regarde. Enfin, d'après mon expérience. Il est tombé amoureux de sa collègue Maud, mais comme toute sa vie il s'est habitué à être ignoré, il n'aura pas confiance en lui. Cela dit, sa relation avec Maud sera très touchante, et la fin du film, lorsqu'il apprendra à s'apprécier pour ce qu'il est et deviendra enfin le héros qu'il rêvait d'être, est très très cool. Sa relation avec Raoul est aussi criante de sincérité, c'est un peu son garde-fou et en même temps son confident. On sent qu'avec Raoul, Émile est lui-même, et lâche un peu la pression. Raoul, il est hyper dynamique, beau gosse, inventeur, il a la tchatch, malgré tout, il est maladroit, et ce même avec les filles. Sa relation avec Lucille est plus dans le paraître, au début les deux font mine de ne pas être intéressés, ensuite il prouve à sa chérie qu'il est sensible et vaillant. Bref, pour moi ce genre d'histoire d'amour, c'est bien moins agréable à suivre que celle avec Maud et Émile par exemple. Mais ça reste très distrayant et l'amour forcera aussi Raoul à être une meilleure version de lui-même. L'amour donne des ailes. C'est un personnage qui joue carte sur table et qui n'hésite pas à montrer ses fragilités, contrairement à Émile qui est plus réservé, et qui se lâche uniquement à la fin. C'est parce que les deux personnages se complètent bien que le duo Raoul et Émile fonctionne à merveille. Lucille, c'est une chanteuse de cabaret, mais pas pour autant une nunuche. Désolé pour toutes les chanteuses qui me regardent. Elle n'a pas la langue dans sa poche et c'est une femme de décision, une femme forte. Malgré ça, elle est pour moi le personnage le plus faible du film au niveau de son écriture. Mais ce qui rend ce personnage très cool, c'est que c'est elle qui comprendra que le monstre est en fait gentil. Lucille nous est donc décrite comme voyant au-delà des apparences, comme elle le fera avec Raoul, le préfet, qu'elle trouve déjà imbuvable au début. Il est pédant. D'ailleurs, j'ai remarqué que Lucille est appelée ma puce par sa tante et par Raoul. Écoute ma puce. Je suis pas ta puce. Écoute ma puce. Coïncidence? Ça m'étonnerait.
Franker est pour le coup un personnage très attachant, grâce à peu de choses en fait, puisqu'il ne parle pas. Pour moi, ce qui aide vraiment à se mettre dans ses bottes, c'est cette scène où on voit à travers ses yeux. Mais il y a aussi le fait qu'il subit l'action et les dérives du préfet. Il y a le fait aussi qu'il n'hésite pas à mettre sa vie en danger pour aider ses amis, et surtout, ce qui le rend attachant, c'est ses chansons, où il va décrire ses sentiments. Je suis un monstre, moi, Franker, je ne crains plus l'orage. La musique touche facilement l'âme, c'est connu. Ce que j'aime chez lui, c'est le contraste entre sa voix douce et lyrique par rapport à son physique. Charles le singe ne pourrait être qu'un sidekick banal, mais j'aime beaucoup ce qu'ils en ont fait. Il est drôle, il fait sûrement référence au placard des films muets, il est intelligent, débrouillard, et sensible. Le tout sans exprimer le moindre mot. En plus, il aidera l'intrigue à certains moments, ce qui est plutôt appréciable. T'es un singe. Le préfet Victor Ménotte, En d'autres termes, moi. est un méchant suffisamment terrifiant. Son souci, c'est qu'il est un peu trop lisse. On peut dire très peu de choses à son sujet, mais je le vois comme une satire du pouvoir et des dérives qui y sont liées. Du coup, vu comme ça, je l'apprécie malgré tout. A noter que son design baraqué et propre sur lui, je le trouve très efficace. Surtout quand le préfet sombre dans la folie, ce qui crée un beau contraste. Il espère être un poète. Je trouve qu'il ressemble à Satanas dans Scooby. Please. My friends call me Dick. 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 Le personnage de Pâté... Pâté et Naf, un goût qui ne s'oublie pas. C'est un arriviste, rien de plus à déclarer, j'ai le droit de garder le silence. Maud apparaît peu et est un gros cliché des princesses à sauver dans les contes, mais je l'aime malgré tout, en fait je dirais même que je l'adore. Son design tout potelé, ses mimiques, son côté tendre et naïf, le fait qu'elle soit vraiment très similaire en fait à Emile, elle aussi elle est toute petite. Bon là on arrive au personnage secondaire, donc on a le serveur Albert, je le trouve hilarant et son revirement en tant que méchant est crédible, même si j'aurais aimé que ça aille un petit peu plus loin, que ça devienne un retournement de situation, ou qu'il tire mieux son épingle du jeu pendant l'intrigue. Là il est vite mis au rebut, et reste pathétique. Mais c'est un bon personnage d'après moi. La tante Carlotta, bon, arriviste, circulé, y a rien à voir. Oh, monsieur le préfet! Le professeur, c'est un personnage mystérieux, et c'est en ça qu'il est bien fait, ce côté secret le rend intriguant. Ok, c'est vrai qu'il est là pour les facilités scénaristiques, mais ça fonctionne en fait. Madame Omelette, la fleuriste et le crieur de journaux, ce sont de bons personnages secondaires qui donnent vie à Paris. Autre point très réussi du film, il y a de très nombreuses références à la mode parisienne. On a par exemple la police d'écriture du début, mais il y a surtout un grand nombre de références au cinéma. Le vélo volé à Bourville. Ah bah mon vélo! Le type au manteau qui ressemble à Aristide Bruand. Joli brin de voix. Joli brin de fille. Non mais dis donc, ne te gêne pas. Oh! Mais quel connard ce type! La mention de Georges Méliès. Oh, le nouveau film de Georges Méliès. Émile va être content, c'est son idole. Il y a aussi la scène de fin du film que projette Émile, qui me fait penser à la fin des Fourmis géantes. Il y a le caméo de Bergeron en tant que vendeur de caméras, ce qui veut tout dire. Le bandit qui apparaît souvent, qui me fait penser aux bandits de films muets comme avec Chaplin, mais surtout avec les films de la Keystone. C'est vrai que la façon dont il se fait avoir est très burlesque et ça renforce mon ressenti. Il y a la mise en scène de capture de Lucille par le monstre qui me fait penser à King Kong, la scène du brouillard et la mise en scène qui va avec qui me rappelle celle du fantôme de l'opéra. Et ça pour le coup, c'est pas qu'une théorie de ma part parce que le film s'inspire très largement de l'histoire du roman de Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra, écrite en 1910. Cette intrigue policière a déjà fait l'objet de nombreuses adaptations, dont la création d'une comédie musicale en 1985 puis en 1986 par Andrew Lloyd Webber. Les liens entre les personnages, l'usage des prénoms Raoul et Carlotta, c'est évident que Bibo Bergeron s'est très largement inspiré de cette œuvre. Petit aparté, le tournesol qui devient géant est pour moi le seul élément du film qui a vraiment une symbolique derrière. Bon, on a le costume blanc de Franker et de Lucille qui symbolise la pureté, mais ça on s'en doute un peu. Mais pour le tournesol, c'est une fleur qui est apparentée au soleil. Soleil, ville des lumières, Paris, mais c'est aussi grâce au tournesol que la scène ne débordera plus. Après la pluie, donc, le soleil revient. On peut aussi y voir une référence au tableau de Van Gogh. Le principe de la potion qui donne une grande taille mais dont les effets se dissipent me fait pas mal penser au Principe de Néfarian. Plus grosse est la masse de l'objet, plus vite les effets du piston réducteur se dissipent. En fait, je viens de le comprendre maintenant. Et ça fait référence pour moi évidemment au cycle de la vie. Sinon, dernier point super cool dans le film, les chorégraphies de danse sont super bien faites et ce mélange entre songe et réalité est très très bien dosé. Oh, comment je t'ai dosé tranquille, mon ami! Mais on a suffisamment encensé ce film, parlons des points négatifs. Je dirais que le premier point c'est surtout l'action. Même quand il y a de l'action,
il y en a pas. On ne panique jamais pour nos héros, et pour moi la grosse scène de poursuite est terriblement molle. C'est énormément renforcé par la musique qui l'accompagne. Oui, je sais, tout à l'heure j'ai dit que l'ambiance Frenchy était très bienvenue pour nous immerger dans Paris. C'est vrai, totalement, j'adore en plus l'ambiance sonore d'un monstre à Paris. Les musiques tristes aussi marchent bien, mais là par contre, les musiques d'action ça ne colle pas du tout. En fait, il y en a pas, il y a aucune tension, juste un petit peu moins d'instruments. On peut aussi voir les clichés utilisés dans le film comme un défaut. Je le comprendrais totalement, mais pour moi c'est vrai que ça m'a pas déplu, parce que c'est un petit peu comme les productions Hardman, très british. Oui, c'est des clichés, mais c'est un petit peu fait exprès. Non, le deuxième point négatif, c'est les incohérences temporelles, bien sûr, avec le funiculaire qui devrait être inauguré 10 ans avant, l'utilisation de guitare électrique lors du morceau La Scène. Extra lucide. Le fait aussi d'ailleurs que la puce continue de jouer de la guitare alors qu'il l'a plus en main. Il y a aussi le fait qu'il n'y ait pas de mère à cette époque. Après, bon voilà, tout ça c'est du chipotage, mais malgré tout, dans ce genre de films qui sont d'époque, j'estime que la rigueur serait plutôt de mise. De quoi ? Je sais pas, j'ai toujours entendu les gens dire ça. Autre défaut qui n'en est pas vraiment un, mais il faut quand même le préciser, c'est le budget qui se sent vraiment à l'écran. Enfin, disons qu'il vieillira plus vite que ses concurrents de la même année. Le budget d'un Monstre à Paris, 28 millions d'euros, est très important pour une production française malgré tout, et s'avère donc difficile à boucler. Bergeron doit même mettre le projet en pause pendant 9 mois, car il peine à réunir des fonds. Il est heureusement avantagé par son expérience passée chez DreamWorks. La production du film est finalement lancée au début des années 2009, et dure jusqu'à la fin août 2010. Afin de répondre aux exigences du coproducteur EuropaCorp, ce sont les voix anglaises qui sont enregistrées avant l'animation proprement dite, ce qui rend le film plus aisé à vendre dans les pays anglo-saxons. Et c'est aussi ça qui rend la chose hyper frustrante. On en est là quand même, hein. La France sabote ses films d'animation comme Mune par exemple, et ne donne aucun budget pour elle, alors que pourtant la France est réputée pour avoir de très bons animateurs. En témoignent les nombreuses créations de studios comme le studio La Cachette. Donc les producteurs acceptent de vendre des comédies débiles, racistes et gênantes, mais par contre ne donnent rien à l'animation, ne prend aucun risque à ce niveau-là. Dire que ce film est ambitieux pour la France, c'est dire à quel point l'animation est sous-estimée dans ce pays, et donc ça explique pourquoi les gens comme par exemple Pierre Coffin sont obligés de s'exiler aux États-Unis pour réussir leur carrière. C'est quand même triste. Du coup, Bibo Bergeron supervise le choix des comédiens de doublage, et l'enregistrement a lieu à Los Angeles. Les voix françaises sont enregistrées une fois le film terminé. Vanessa Paradis est la seule actrice à assurer à la fois la voix anglaise et la voix française. J'ai pas vu la version anglaise, mais j'aimerais beaucoup voir ça du coup. L'animation a lieu dans un studio créé à Montreuil par Bibo Film, et elle mobilise une équipe de 140 personnes. Le film n'a malheureusement pas eu de récompense. Il a été nominé au César du meilleur film d'animation et César de la meilleure musique, et là du coup je sais vraiment pas pourquoi il a pas gagné, vu comment la musique est restée culte en fait. Donc voilà, on a fait pas mal le tour, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, ambitieux dans un sens, mais au fond pas tant que ça. C'est un peu comme La Légende de Manolo, c'est un film d'un homme qui voulait absolument le faire, quelle que soit la manière d'y parvenir, et peu importe avec qui. Tu dis ça parce qu'il a pactisé avec EuropaCorp ? Faut pas croire, hein, je suis pas hyper manichéen dans ma façon de jouer, effectivement, c'est pour ça. Ce film est super divertissant, sa musique phare vous restera en tête pendant des semaines si vous avez le malheur de la fredonner. Première chose qu'on fait d'ailleurs en général après avoir vu le film. Mais quoi ça va, y a pas mort d'homme ? Ce film, qui ne paye pas de mine au premier abord, finit par entièrement nous happer pour nous plonger dans cette danse, dans un Paris fantasmé où romantisme rime avec héroïsme. Je suis très déçu, professeur. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle, la scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'ensorcelle, la scène, la scène, la scène. Extra lucide, la lune est sur la scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sourd, Paris est sous la scène, la scène, la scène. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. Je ne sais pas pourquoi on s'aime comme ça, la scène et moi. On ne peut pas le remonter. Alors très bien, tant pis pour lui, je vais le descendre. Mais on a mis des mois à le construire. Juste ici, on peut remarquer que ce petit point noir est une puce. Il a de bons yeux quand même. Sacré pâté.